Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, il y a maintenant quelques semaines, vous receviez les partenaires sociaux pour évoquer la question des retraites et la réforme que vous souhaitez conduire. La main sur le cœur, vous êtes engagé devant nous et avant vous, le Président de la République, à ne pas passer en force sur ce dossier et à mener une concertation approfondie, à rechercher une position de consensus. Malheureusement, la vérité est ailleurs. La concertation que vous avez promise apparaît pour ce qu'elle est. Un simulacre destiné à faire croire que vous avez d'autres priorités que celles que vous souffle le MEDEF et un mépris pour les propositions faites par les autres partenaires sociaux que vous recevez finalement sans les écouter ni les entendre. Par ailleurs, cette volonté de reculer l'âge de la retraite est doublement injuste. Injuste car elle écarte d'emblée la recherche d'autres recettes, notamment la mise à contribution de l'ensemble des revenus et en particulier ceux issus du capital. Entre les niches fiscales et le bouclier du même nom, beaucoup pourrait être fait pour que l'effort ne porte pas encore une fois sur les seuls salariés. Injuste aussi car elle fera porter l'effort sur les générations nées après 1990, aujourd'hui plus préoccupées par leur situation actuelle, par leur entrée sur le marché du travail que par la question de leur retraite. À la précarité et au taux de chômage qu'ils connaissent, vous allez infliger une double peine aux moins de 30 ans en éloignant toujours plus le moment de leur départ en retraite. Monsieur le ministre, ma question est simple. Ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Enaki. Deux questions de réponse. Pardonnez-moi, Monsieur le député. Deux questions de réponse. La première, quel est le fruit de la concertation? Cette concertation, nous l'avons menée pendant 4 mois avec l'ensemble des partenaires sociaux, tous les partenaires sociaux, toutes les organisations syndicales, toutes les organisations patronales, et nous l'avons élargie avec Madame la Première ministre au groupe politique. À l'issue de la concertation, le texte que nous vous présentons n'est pas le même qu'avant la concertation. Nous avons progressé sur la question des carrières longues, à la fois pour tenir compte de ceux qui ont commencé à travailler entre 16 et 18 ans, ça n'était pas le cas précédemment. Nous avons encore progressé cette semaine, la Première ministre l'a dit, pour tenir compte de ceux qui commencent à travailler entre 20 et 21 ans dans une logique, une perspective de relèvement de l'âge légal de départ. Nous avons progressé sur les carrières longues, sur l'amélioration du compte professionnel de prévention. Nous avons retenu la quasi-totalité des demandes des organisations syndicales en matière d'abaissement de seuil, de protection des polyexposés, de création d'un nouveau droit, le droit à un congé de reconversion. Nous avons aussi voulu réintégrer et traiter les critères ergonomiques, de posture pénible, de port de charges lourdes, de vibrations. Nous le faisons avec à la fois des accords de prévention financés à hauteur d'1 milliard d'euros et un suivi médical pour permettre des départs anticipés à chaque fois que c'est nécessaire. Nous avons progressé sur la retraite minimum pour faire en sorte qu'elle s'applique non seulement aux nouveaux retraités, mais aussi aux retraités actuels. Ce sont 1 800 000 retraités actuels qui vont pouvoir bénéficier d'une revalorisation de pension. Nous avons aussi avancé sur les seniors, sur le travail des seniors. Et dans le débat, nous aurons l'occasion de revenir sur un certain nombre de mesures pour faire en sorte que plus d'entreprises soient concernées et que le modèle soit plus incitatif. Est-ce que ces avancées ont permis de trouver un accord? La réponse est non. Ce n'est pas parce qu'il y a des convergences qu'il y a un accord global sur la réforme que nous proposons et nous savions avant même le début de la concertation que sur la question de l'âge légal de départ, il n'y aurait pas d'accord avec les organisations syndicales. Est-ce que ça signifie que nous ne devons pas le faire? La réponse est si. Si, il faut le faire parce que le système est déficitaire structurellement. Vous le savez. 12,5 milliards en 2027, presque 15 en 2030. Notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, c'est de préserver le système pour leur transmettre un vrai principe de solidarité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Etchanis. Bien, Monsieur le Ministre, je vous remercie, la main sur le cœur, pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Éric Woerth, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Depuis, des millions de personnes sont dans la rue pour dire non à votre réforme. Depuis, vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre du Travail. Alors que s'est ouvert hier soir le débat parlementaire sur la réforme des retraites, je veux vous poser une question, Monsieur le Ministre, une question toute simple. Pourquoi cette réforme et pourquoi maintenant? Car cette réforme inutile, injuste et surtout brutale arrive au plus mauvais moment pour les Françaises et les Français. Ce plus mauvais moment, Monsieur le Ministre, c'est celui de l'inflation qui galope, celui de la vie chère pour beaucoup de nos compatriotes,
plus 112% par an pour l'huile de tournesol, plus 69% pour le sucre, 38% pour le riz, 28% pour les steaks hachés, et je pourrais ainsi continuer. Et que dire du prix des carburants qui atteignent à nouveau des records comme des coûts de l'énergie? C'est aussi le plus mauvais moment pour cette réforme car notre protection sociale connaît une crise, votre crise, celle que vous avez générée depuis 2017. L'hôpital public va dans le mur, les déserts médicaux se propagent chaque jour. La prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées n'est pas à la hauteur du défi démographique. Où en est votre loi grand âge et autonomie promise? Nous enregistrons 1000 morts au travail par an et les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ne se résorbent pas. Enfin, c'est le plus mauvais moment. Au regard de l'urgence climatique, l'urgence à réaliser cette bifurcation écologique qui crée des emplois, accompagne les plus modestes dans leur mobilité ou la rénovation thermique de leur logement. Mais vous, Monsieur le Ministre, devant tous ces défis, face à nos citoyens qui n'en peuvent plus de la vie chère et des problèmes de pouvoir d'achat, votre seule réponse au plus mauvais des moments, c'est cette réforme des retraites injuste et inutile, comme le rappelle le président du corps. Très clairement, vous leur imposez la double peine, alors que, si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Ministre, vous étiez il y a encore peu de temps dans le camp des travailleurs. Les Français vous disent, Monsieur le Ministre, travaillons mieux, travaillons tous, travaillons pour l'avenir de la planète. Vous leur répondez, travaillez jusqu'à la mort. Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous choisir le meilleur des moments pour retirer cette réforme, c'est-à-dire maintenant? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci. Merci, Madame la Présidente. Pardonnez-moi. Monsieur le député Petit, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre réélection, il y a un peu plus de 10 jours. Monsieur le député, vous dites pourquoi cette réforme, pourquoi maintenant? Pourquoi la réforme? Parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites que vous avez cité dit que notre système est déficitaire dès cette année, que le déficit va se creuser à 12,5 milliards en 2027, presque 15 en 2030, 20 en 2035, 25 en 2040. Et vous savez que si nous ne faisons rien, c'est 150 milliards de dettes accumulées dans les 10 années qui viennent. Et c'est la mise en danger de ce qui nous est le plus cher, le système par répartition et la solidarité intergénérationnelle. Vous dites, monsieur le député, c'est un mauvais moment parce qu'il y a de l'inflation. C'est un mauvais moment parce qu'il faut protéger le pouvoir d'achat. Et justement, monsieur le député, si nous demandons un effort aux Français consistant à travailler un peu plus à l'échelle d'une vie, progressivement, en l'adaptant aux situations, c'est parce que les autres solutions pour redresser le système, ça serait soit d'augmenter les cotisations et demander à chaque Français en 2030 de payer 500 € de plus par an. Ça serait de baisser les retraites de 700 € par retraite en 2030. Et si vous voulez préserver le pouvoir d'achat, monsieur le député, il faut simplement travailler un peu plus et ne pas vouloir augmenter les impôts, ne pas vouloir baisser les retraites. C'est ce que nous faisons et nous le faisons en plus de tout ce que le ministère de l'économie et des finances fait pour protéger avec le bouclier tarifaire et avec le bouclier énergétique. Monsieur le député, vous m'avez dit... je l'ai entendu, et c'était le cas de votre prédécesseur tout à l'heure, qui était allé à bonne source. Vous m'avez dit, si j'ai bonne mémoire, il y a peu, si j'ai bonne mémoire aussi, votre famille politique a voté l'allongement de la durée du travail. En 2013, parce qu'à ce moment-là, ça ne fait pas si longtemps, vous avez conscience, comme la majorité, que ce n'est pas le travail, par la production et par la croissance qu'on peut financer notre modèle social. Madame la Première ministre, elle s'appelle Véronique, elle a 53 ans. Je l'ai rencontrée hier lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Après 2 années d'apprentissage en charcuterie, Véronique a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Pendant de longues années, elle a trimé sur les marchés, dans le froid de l'hiver, parfois jusqu'à -12, à soulever de lourdes charges, si bien qu'à seulement 33 ans, elle a dû se faire opérer de la colonne vertébrale. Malgré cette vie de labeur, malgré la pénibilité de son travail, avec les arrêts maladie et les périodes de chômage, Véronique ne pourra partir à la retraite qu'après avoir cotisé 44 années. C'est plus que vous et moi, qui ne subissons pas la pénibilité physique de son travail. Où est la justice? Votre réforme des retraites n'en est pas une. C'est un exercice de rééquilibrage financier après que vous ayez grévé le budget de l'État par des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises, suppression de l'ISF, suppression de la CVAE, de la flat tax, et ces cadeaux aux grandes entreprises, c'est à toutes les Véroniques de France que vous en faites payer la facture. Aujourd'hui même, on apprend que l'entreprise Total a fait des profits records en 2022, 19,1 milliards d'euros. C'est plus que les 13,5 milliards de déficit que vous prévoyez pour le système de retraite à l'horizon 2030. Alors, Madame la Première ministre, quand allez-vous taxer ces super profits?
Quand allez-vous écouter les centaines de milliers de Françaises et de Français qui étaient hier dans la rue pour dire non à la retraite à 64 ans? Quand allez-vous retirer ce projet injuste et brutal? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, merci pour votre question. Véronique a 53 ans, vous l'avez dit. Vous m'avez dit qu'elle avait commencé à l'âge de 16 ans. Donc en fonction de si elle a commencé un peu avant 16 ans ou à l'âge de 16 ans, vous pouvez déjà lui dire qu'elle ne partira pas ni à 64 ans, ni même à 62 ans, Monsieur le sénateur, mais au plus tard à 60 ans, voire si elle a commencé un peu plus tôt, 58 ans. Et vous verrez, Monsieur le sénateur, que par rapport à la situation actuelle, il n'est même pas impossible que sa situation personnelle s'en trouve améliorée. Monsieur le sénateur, vous parlez de Véronique comme étant exposée à des températures extrêmes. Vous la décrivez comme étant exposée au port de charges très lourdes. Bref, vous portez là un certain nombre de critères de pénibilité. Et dans le projet de loi que vous aurez bientôt à examiner et, je l'espère, voter, vous verrez qu'en matière de pénibilité, ce projet de loi est porteur d'avancées sociales comme il n'y en avait pas eu lors des précédents projets de loi, y compris celui que j'ai été amené à voter lorsque j'étais député socialiste et qu'à l'époque, la gauche de gouvernement ne reniait pas les fondamentaux qui étaient les siens, à savoir être capable de prendre des décisions, même difficiles, quand il fallait conforter notre modèle social, à savoir être capable de prendre des décisions favorables à l'emploi dans notre pays. Cette gauche que j'ai connue et que j'ai quittée, et je n'en ai pas de regret aujourd'hui, c'était une gauche qui était capable de s'enthousiasmer lorsque des entreprises créaient de la richesse et de l'emploi dans le pays. Nous célébrions l'idée qu'un jour nous puissions inverser la courbe du chômage. Je conçois, Monsieur le sénateur, qu'il ait fallu attendre 2017 pour que cette fameuse courbe s'inverse. Cela peut peut-être vous faire de la peine à titre personnel, mais comme vous servez, j'en suis sûr, l'intérêt général et l'intérêt collectif, vous devriez, avec nous, avec notre majorité, vous en réjouir. Enfin, Monsieur le sénateur, ne me dites pas que vous confondez sciemment le bénéfice mondial d'un groupe international avec le financement d'une caisse des retraites déficitaire du fait de la démographie. Je ne crois pas une seconde, vous ne ferez pas avaler les lanternes, vous savez très bien que vous mélangez là même pas les carottes et les pommes de terre, vous êtes en train de faire un magma. Le groupe Total fait 20 milliards d'euros de bénéfices dans le monde, il en fait 500 millions en France, dont 200 sont prélevés par la taxe, ce qui veut dire qu'il reste 350 millions, qu'il fasse un effort pour le prix du carburant pour les Français, et ça ira dans le bon sens. Je vous remercie. Monsieur Chantrel. Alors, monsieur le ministre, on n'a pas de leçon à recevoir d'une personne qui a avoué elle-même voter pour Nicolas Sarkozy en 2007. Et qui plus est, je tiens à rappeler que la première mesure qu'a pris monsieur Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu président, c'est de supprimer des critères de pénibilité. Donc, pas de leçon à recevoir de votre part là-dessus. Par contre, plutôt que tasser la vie des gens, vous ayez le courage de revenir sur les exonérations de cotisations employeurs qui sont inefficaces et coûteuses, contraindre les entreprises à améliorer leur taux d'emploi justement des seniors et surtout taxer ces super profits, taxez-les et on pourra financer ces retraites. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre chargé de la Ville et du Logement. Les nouvelles plateformes numériques ont sur l'économie la plus réelle des effets parfois revitalisants. Mais d'autres fois, ces outils se révèlent une menace profonde pour la cohésion républicaine et la puissance publique doit alors reprendre la main et fermement. Ainsi, certaines villes touristiques font les frais, nous le savons, d'une concurrence insupportable entre les logements classiques et les meublés de tourisme. Ne serait-ce qu'en Charente-Maritime, on constate par exemple à Oléron des abus énormes dénoncés par les élus locaux concernant la collecte et le reversement des taxes de séjour. Ou encore à La Rochelle, où une explosion du phénomène se produit avec, rien qu'en 2022, plus de 1700 meublés de tourisme nouvellement déclarés qui évincent autant de travailleurs et d'étudiants en mal de logement. La Rochelle, justement, a attaqué le mal à la racine et dès 2019, en soumettant à autorisation préalable la mise sur le marché de meublés de tourisme grâce à un numéro d'enregistrement unique et en instaurant pour les personnes physiques un dispositif d'autorisation de changement d'usage temporaire des locaux destinés à l'habitation pour des locations de courte durée. Mais aujourd'hui, ces mesures ne suffisent plus. Et La Rochelle a voulu aller plus loin en 2022 en élargissant son dispositif par le changement d'usage permanent permettant de toucher aussi les personnes morales, pour ne pas dire les SCI, en exigeant des mesures de compensation avec la transformation d'un local en logement à l'année pour chaque logement de tourisme mis sur le marché, ou en favorisant la réservation des logements de petite taille aux étudiants ou aux jeunes actifs vivant seuls. Malheureusement, cette agglomération, comme d'autres,
se heurte à un cadre légal et réglementaire dont jouent parfaitement les utilisateurs de plateformes, ainsi qu'à l'appréciation négative par les juridictions de la proportionnalité des mesures mises en œuvre. Pourtant, avoir un toit pour étudier, travailler et pouvoir vivre près des siens est le premier élément d'insertion dans la communauté nationale. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures vous engagez-vous à proposer avec le concours de ces collectivités volontaristes et du Parlement? On ne peut plus laisser la plateformisation du logement miner le pacte républicain. La parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Vallée, la semaine prochaine, mardi pour être précis, avec Olivier Klein et Dominique Faure, nous recevrons toutes les associations d'élus pour discuter avec elles de décentralisation du logement, au sens large, et pour ensemble, conformément à la fois aux souhaits du Président de la République et de la Première ministre, échanger aussi bien sur le fait de savoir si les zones tendues doivent continuer à être déterminées d'un point de vue national par les ministères, ou si sur la base de l'expérimentation du Pinel breton, des choses de ce type peuvent se décliner sur le territoire, pour échanger y compris sur la rénovation et sur le fait de savoir si davantage de proximité ne permettrait pas parfois de faire en sorte de mieux tenir compte de ce que peuvent être les difficultés qui sont rencontrées, mais pour échanger aussi plus largement sur les freins à la construction, sur l'accompagnement de celles et ceux qui ont des difficultés pour se loger. Au milieu de tout ça, évidemment, la question des plateformes sera posée. Vous savez qu'aujourd'hui, en fonction de la façon dont vous êtes classés, les instruments qui sont à votre main ne sont pas les mêmes. Et il y a des communes touristiques, je pense à La Baule, je pense à Bayonne, qui ont pris des législations particulièrement restrictives sur la base du droit existant, avec un succès réel, et d'autres qui cherchent le chemin. Nous avons, dans les outils juridiques existants aujourd'hui, beaucoup de capacités à faire, avec quelques trous dans la raquette sans doute sur lesquels il convient d'être vigilant. Mais nous pensons que c'est avec les associations d'élus, en nous rapprochant des moyens qu'on pourrait leur donner sur le plan local, qu'on tiendra compte de l'hétérogénéité des situations. Là aussi, notre conviction, c'est qu'il faut qu'on trouve un chemin qui s'appuie sur les territoires avec eux, parce que les situations ne sont pas comparables. Et vous avez cité des exemples qui sont inspirants, mais qui méritent d'être déclinés en donnant les outils au plus près du terrain qui permettront d'agir. C'est très exactement le sens de cette première réunion que nous aurons avec mes collègues ministres. Merci, Monsieur le Président. Le projet d'union sacrée autour du logement entre les associations et le gouvernement peine à faire ses preuves. Dans un interview donné au journal Libération ce 4 février, Monsieur le Ministre, vous dénoncez l'outrance des associations comme Utopia 56 ou la Fondation Abbé Pierre que vous accusez de jouer avec la misère des gens à travers des actions choc de sensibilisation. Ces associations ne se contentent pourtant pas d'alerter, elles produisent surtout un travail de fond, chiffré et documenté, et elles sont les seules à le faire. Ce même 4 février, plus de 20 maires de gauche ont interpellé le Président de la République sur la situation du mal-logement et proposé 7 mesures qui répondent aux besoins des différents publics en situation de grande exclusion. Ma question est très simple. Quelle réponse allez-vous leur faire? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge de la ville et du logement, Monsieur Olivier Klein. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Harribey. Vous avez raison, la question du sans-abrisme est une question qui nous préoccupe tous et sur laquelle le gouvernement agit et agit de manière historique. Je le rappelle, encore hier soir, c'est plus de 200 000 places d'hébergement d'urgence qui étaient ouvertes dans ce pays. Ce chiffre n'avait jamais été atteint, quels que soient les gouvernements précédents. C'est 5,7 millions d'euros qui sont dépensés chaque soir pour héberger les plus fragiles et ce n'est que justice. Le gouvernement a lancé le plan Logement d'abord 1 et ce plan Logement d'abord 1 a marché de manière historique là encore. 440 000 personnes ont quitté la rue, l'hébergement d'urgence pour avoir un toit. D'ailleurs,
parmi les maires qui nous ont interpellés dans le journal il y a quelques jours, plus de la moitié d'entre eux sont des territoires d'accélération du plan Logement d'abord 1 et je les réunis très régulièrement, notamment pour préparer le plan Logement d'abord 2 et je leur ai proposé de les recevoir dès demain pour continuer à travailler avec eux et les propositions qu'ils font sont celles avec lesquelles nous avons discuté il y a quelques jours dans la préparation du plan Logement d'abord 2. Ce plan devra continuer, accélérer la mise à l'abri et je peux vous assurer que c'est notre priorité. Comment nous allons le faire? Eh bien, en continuant à construire des pensions de famille, construire des résidences sociales, en améliorant l'accompagnement social des familles parce qu'il faut accompagner les familles avant, pendant et après le relogement et ça fait partie des éléments forts du plan Logement d'abord. Bien évidemment, et pour ceux qui me connaissent un petit peu, la préoccupation qui sont exprimées par les maires sont la préoccupation de tous les maires et de tous les élus qui sont présents dans cette salle. Jamais nous n'acceptons qu'une famille avec un enfant soit à la rue. Jamais nous n'acceptons, en tout cas je l'espère, que ces enfants ne soient pas scolarisés. Et ça fera aussi partie de nos priorités et nous continuerons à les mener ensemble et j'en parlerai dès demain avec l'ensemble des maires. Merci. Madame Harribey. J'entends votre réponse, Monsieur le Ministre, et je ne mets pas en cause votre volonté personnelle et votre expérience d'élu local sur cette question-là. Ce que je mets en cause, c'est une vision globale, une politique globale du logement qui n'existe pas tant que le logement sera une variable d'ajustement budgétaire. La tribune des 20 maires appelle à déployer en urgence un plan stratégique national et transversal répondant à un diagnostic clair et transparent que le gouvernement a tout intérêt à produire rapidement. Ça éviterait de contester les seuls chiffres qui existent. Il n'existe pour l'heure aucune stratégie globale et je crois que la vérité n'appartient à personne. La question, c'est de savoir si nous voulons travailler tous ensemble. Et ce n'est pas un atelier du Conseil national de la refondation, tout seul, qui va trouver la solution. Vous avez déclaré « les associations sont mal inspirées quand elles tombent dans l'outrance ». J'ai la modestie et l'humilité de vous dire qu'un gouvernement est mal inspiré quand il tombe dans la suffisance. Ce n'est certainement pas le meilleur moyen de co-construire. Nous sommes prêts, ainsi que les 20 maires qui vous ont interpellé, de co-construire. Et très vite, nous proposerons, notre groupe, une proposition de loi. Nous verrons quelle est la vraie volonté de co-construire. Merci.